En général, dans la presse, on ne parle pas trop de censure, mais en réalité d'autocensure. Je suis Alain Foulon, directeur général du magazine L'Écho Austral. C'est un magazine que j'ai fondé en décembre 1993, alors que j'étais un jeune journaliste à l'île de la Réunion. Mon idée, c'était d'en faire un magazine régional à la fois dans le contenu et dans les implantations. Donc au bout de quelques années, nous sommes implantés à Madagascar, puis à l'île Maurice. Nous sommes d'ailleurs à l'île Maurice depuis 2001, très exactement, et c'est à partir de l'île Maurice que maintenant nous continuons notre développement régional. Dans la région, nous avons quand même une presse assez dynamique, mais en général, c'est une presse tournée vers son propre territoire. Il est important de disposer aussi d'une information venant des autres territoires, d'autant plus que nous sommes partisans de contribuer en tout cas au développement de la coopération régionale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui se développent à l'extérieur de leur île d'origine. Et le contexte international actuellement s'y prête avec la remise en cause un peu de la mondialisation par Donald Trump, et donc il est important d'avoir une régionalisation de l'économie. C'est un terme qui est assez vague. Bon, en général, c'est quelque chose, c'est une presse qui est jugée un petit peu ennuyeuse, avec des chiffres. Pour nous, c'est pas du tout ça. Pour nous, c'est avant tout une presse, évidemment, qui s'adresse quand même au milieu économique, mais qui parle des acteurs, qui sont des personnes humaines. Et donc, d'ailleurs, vous voyez, quand vous prenez la couverture du magazine, c'est pas écrit l'Écho Austral, magazine économique, c'est écrit les idées et les hommes de l'océan Indien. Donc on essaie de diffuser certaines idées innovantes, et aussi de mettre en avant des entrepreneurs. L'économie, ça concerne tout le monde en fait, aussi bien un vendeur de dalles pourries qu'un très grand chef d'entreprise sont des acteurs économiques. Un ménage aussi confronté à des questions économiques, voilà, il y a des rentrées, des sorties d'argent, il y a des prêts, c'est exactement la même chose qu'un État. Donc l'économie concerne tout le monde, mais il faut essayer aussi de la vulgariser. Pour pouvoir diffuser une information régionale de qualité, il est important d'être implanté dans les principaux pays que nous couvrons, d'être au courant de la culture des affaires, d'avoir son carnet d'adresses, tous ses contacts sur le terrain. Et c'est pourquoi très vite nous sommes implantés à la fois à Madagascar, à Maurice, et qu'aujourd'hui nous essayons de regarder aussi vers d'autres territoires, plutôt sur le continent africain. Les situations diffèrent selon les pays. À Maurice, on a connu dans les premières années après l'indépendance une véritable censure officielle. Je me rappelle encore de Jacques Rivette, qui était feu le directeur des propriétaires du Mauricien, qui me racontait comment il avait déposé ses pages aux casernes pour les faire viser avant impression du journal. Bon, évidemment, tout ça a disparu. Maintenant, la liberté de la presse, elle existe effectivement par rapport à d'autres pays. La censure n'existe plus, mais en général, dans la presse, on ne parle pas trop de censure, mais en réalité d'autocensure. Les journalistes ont tendance à s'auto-censurer en fonction des supports pour lesquels ils écrivent, et aussi en fonction éventuellement de certains intérêts économiques. Il y a un problème général qui est le poids qu'ont pris les GAFAM. Vous savez, les GAFAM, les principaux acteurs de la tech. Quand vous prenez une chaîne YouTube, par exemple, qui a 500 000 abonnés, si cette chaîne commence à sortir quelques informations un peu trop politiquement incorrectes, YouTube peut très bien la supprimer du jour au lendemain sans préavis. Et donc cette chaîne, c'est la fin pour elle. Donc les GAFAM ont beaucoup de pouvoir en fait. On l'a vu pendant la Covid, où certaines informations jugées allant à l'encontre du narratif officiel, ces informations-là étaient carrément censurées. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois encore à l'avenir de la presse écrite. Vous savez, à l'époque de l'URSS, quand il y avait un pouvoir très fort communiste en URSS, on avait des petits journaux qui circulaient sous le manteau, qui étaient imprimés par des petits imprimeurs clandestins. Donc un jour, peut-être qu'on en arrivera là, parce que quand vous serez censuré par les gros acteurs de l'Internet mondial, vous serez peut-être obligé de vous réfugier dans des petits supports, des petits magazines papier qui circuleront discrètement sous le manteau. Aujourd'hui, les journalistes économiques doivent avoir un certain niveau déjà de culture, de culture générale. Ils doivent aussi ne pas s'intéresser seulement à l'économie. Il y a d'autres sujets qui sont aujourd'hui aussi importants, qui sont la géopolitique par exemple. Donc un chef d'entreprise a besoin d'avoir de l'information économique, mais aussi
de l'information géopolitique avant de prendre des décisions. Par exemple, le prix du pétrole qui peut baisser ou augmenter sans qu'il y ait de cause économique, mais simplement pour des raisons géopolitiques. C'est quelque chose qui nous aide déjà, nous-mêmes nous l'utilisons quand nous recherchons des sources, des informations, en faisant appel à l'intelligence artificielle, on gagne énormément de temps. Mais après, il faut garder un regard critique, savoir faire des comparaisons. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte aussi que selon les intelligences artificielles, les réponses étaient loin d'être les mêmes. Par exemple, vous prenez l'intelligence artificielle d'Elon Musk et une autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes réponses à la même question. Ensuite, il y a aussi la façon de poser les questions. Troisième point important, c'est le fait que sur des sujets assez clivants, comme la crise Covid, les vaccins, la guerre en Ukraine, vous pouvez avoir des réponses assez, je dirais, politiquement correctes, qui se mouillent pas. Donc, quoi qu'on en dise, en fait, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer les journalistes. Par contre, elle peut être très dangereuse parce qu'on peut carrément manipuler de l'information, faire des fausses interviews vidéo, et donc on peut faire un peu n'importe quoi si c'est pas contrôlé. Alors le principal défi pour un journaliste économique, je dirais que c'est inspirer confiance, parce que les acteurs économiques et chefs d'entreprise se méfient trop souvent de la presse, parce que c'est des sujets sensibles. Quand vous êtes coté à la bourse, une information fausse ou mal comprise peut avoir des conséquences très, très lourdes. Le titre, je dirais, indépendance et liberté. C'est de continuer à exister. C'est quand même une profession qui a été beaucoup impactée par les nouveaux modes de consommation d'informations. Bon, les gens ne sont plus habitués à payer pour avoir une information. Enfin, du moins, encore nous, dans notre domaine de la presse économique, on a encore des entreprises qui comprennent qu'il faut payer un abonnement à un magazine économique. Mais pour le grand public, il est habitué de plus en plus à avoir une information gratuite. Donc c'est difficile d'arriver à lui faire comprendre que l'information a un prix. Si l'information n'a pas de prix, les journalistes, comment vont-ils être payés, Donc les journalistes, ça peut devenir une espèce en voie de disparition. Réintéresser les gens à la lecture du papier. Parce que c'est surtout cette désaffection pour le papier de la part des jeunes générations qui est notre principale difficulté. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit, essayer de mieux comprendre le monde de l'entreprise, de savoir ce que c'est vraiment qu'un entrepreneur. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment leur donner le goût de faire du journalisme économique.